BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver comme chaque week-end après un petit break de la semaine dernière. Nous voilà de retour donc pour De quoi je me mail, votre heure dédiée à la tech, à retrouver bien sûr le week-end sur BFM Business Radio Télé, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne 01 TV, sur l'appli RMC BFM Play et sur vos smartphones bien sûr en audio et en vidéo. On va revenir bien sûr sur toute l'actualité de ces derniers jours, de cette dernière semaine, avec beaucoup de choses palpitantes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM, la page Facebook qui vous attend. N'hésitez pas, on est là pour ça et on adore vous lire. Merci d'être avec nous en tout cas et bienvenue. Et pour débuter donc, notre club de la presse IT, et j'accueille Anthony Morel. Salut Anthony. Bonjour. Journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi avec Estelle Denis tous les jours entre midi et 2 sur RMC et RMC Story. Et Gonzague d'Ambouicourt qui est là. Salut Gonzague. Messieurs. Quel plaisir de retrouver Gonzague, entrepreneur, blogueur, vélocycliste, enfin il sait tout faire ce garçon. Non mais c'est vrai, quand même. C'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être blogueur et faire du vélo. On peut être fan de tech, expert, entrepreneur et avoir un vélo. Incroyable. Non mais c'est ça qui est fort. Multitâche. Voilà, vous avez le spécimen devant vous. Une actualité qui, bien sûr, est, je le disais, très intéressante cette semaine. Et a commencé par le rachat de Netflix par Elon Musk. Alors voilà, c'est une histoire. Bon peut-être de Twitter plutôt que. Qu'est-ce que j'ai dit ? De Netflix. De Netflix ? N'importe quoi. Non mais Twitter. C'est peut-être la prochaine. T'as peut-être un scoop, une slide d'information parce que il est plus à ça après, Elon. Donc. En fait, j'en ai tellement parlé dans Tech & Co que je confonds Netflix et Twitter, ce qui n'a rien à voir. Hein, on est d'accord. Hein. Oui, bien sûr. Elon Musk qui rachète Twitter, grosse actualité qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Hein. On ne va pas vous refaire toute l'histoire, mais on en avait parlé dans De quoi je me mail. Le rachat de 9% de Twitter par Elon Musk. Après, il voulait intervenir dans le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne voulait pas de lui. Et puis, petit à petit, eh bien, il a monté son offre. Résultat, 44 milliards, je 44 crois. milliards de dollars. Voilà, 41 milliards d'euros. Voilà, pour acheter Twitter avec une partie de ses fonds propres, hein, je crois, une vingtaine de milliards, et puis le reste avec des fonds d'investissement. Donc voilà, l'information capitale, c'est que dans quelques mois, ça va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois, sans doute à la fin de l'année, mais Elon Musk, si tout va bien, sera le futur propriétaire de Twitter. Bah bien sûr. On parlait de multitâche, lui aussi il est multitâche. Parce que je ne sais pas comment il trouve le temps. Il a quand même Tesla, il a SpaceX, il a Neuralink, et maintenant il sera aussi le patron de Twitter. C'est une histoire qui est assez passionnante, c'est vrai, sur plein de sujets, mais déjà sur le projet, sur pourquoi est-ce qu'il achète Twitter. Ouais. Au début, on l'a presque pris comme une blague, c'est vrai. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il sait plus quoi faire de son argent, et tout. Et en fait, non, il a un projet qui est sérieux, dont on peut discuter. Mais lui, ce qu'il met en avant, en tout cas, c'est de dire, je veux que Twitter soit la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Voilà, ça c'est son objectif. Il a une vision libertarienne, absolutiste de la liberté d'expression. C'est vrai que quand on lit les tweets d'Elon Musk au fil des années, alors quand on lit entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de tweets trollesques aussi et humoristiques, mais en gros, on devrait pouvoir tout dire. Lui, il a une vision qui est très premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire, vraiment, on peut tout dire potentiellement. Et donc, c'est probablement ce qu'il veut faire dans Twitter. Pour lui, Twitter, aujourd'hui, ne correspond pas à ce critère-là. C'est-à-dire que sur Twitter, il y a une censure, il y a trop de modération. Certains diraient qu'il n'y en a pas assez, mais pour lui, il y en a trop. Il y a trop de suspension de comptes là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a probablement aussi, c'est ce qu'on comprend ad mimo dans ce qu'il dit, même pas ad mimo d'ailleurs, il est assez cash sur le sujet, une censure idéologique. En gros, pour le dire clairement et simplement, pour lui, Twitter, c'est un truc de gauchiste, Voilà, on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si une grande partie de la droite américaine le voit comme une sorte de sauveur. Et on voyait bien les messages sur Twitter cette semaine. Il y avait vraiment ce côté, c'est notre revanche. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bande de sales bobos gauchistes woke de la Silicon Valley. C'était vraiment ça, en fait, le discours. Et on peut en discuter. Il y a effectivement, on peut le dire, dans la Silicon Valley, il y a quand même cette tendance qui infuse. C'est vrai qu'ils sont plutôt progressistes, on va le dire comme ça. Et donc, Elon Musk dit, on va quand même rééquilibrer tout
tout ça. On va établir une liberté d'expression totale. Alors ça, il le dit, mais enfin, je sais pas comment il va faire, parce que dans les différents pays dans lesquels Twitter est présent, il est quand même soumis à la loi. En France, on ne pourra pas avoir des discours négationnistes sur Twitter, ça passera pas. Non, clairement. surtout qu'il y a le DSA-DMA qui est en train qui va être mis en place en 2024 et qui aura des exigences très très fortes en matière de régulation, de modération. Exactement. Donc voilà, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. On peut imaginer qu'en Europe, ce sera le cas, mais dans d'autres pays aussi, on voit que les États-Unis commencent à s'intéresser véritablement à une régulation des réseaux sociaux. Donc ça va venir. Gonzague, est-ce que tu imaginais, enfin, c'est dans la droite lignée du personnage d'Elon Musk, ça, le fait de racheter Twitter ? Ça me surprend, je pense, comme beaucoup de gens. Je ne m'y attendais pas. Je suis curieux de ce qu'il va en faire. Je trouve, tu en parlais un peu, sa prise de position sur... C'est pas Twitter qui devrait gérer comment les contenus sont modérés, mais plutôt ça devrait vraiment être, par rapport à la loi, très intéressant, avec la complexité que vous avez évoquée, puisqu'on est dans un système multinational. Donc un tweet peut être diffusé dans un pays et pas dans un autre. Donc ça, c'est assez complexe. Et évidemment, ça lui fait à lui une plateforme qui est quand même massive, parfois un petit peu compliquée. Il a fait varier le cours d'action ou de crypto-monnaie par de simples tweets. Donc ça lui donne encore plus de poids. Ouais. C'est un petit peu particulier. Et cette histoire d'arriver au conseil d'administration, de faire dégager du monde, ouais, je suis curieux. Il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il a dit qu'il voulait en gros ouvrir la boîte noire de Twitter, c'est-à-dire rendre les algorithmes open source et transparents. C'est-à-dire, non seulement il y a cette notion de liberté d'expression, mais il y a aussi la notion, on va faire éclater les bulles de filtre. En gros, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me présente tel contenu plutôt que tel autre ? Et on sait bien que c'est ce qui façonne aussi la façon dont on pense, c'est-à-dire qu'on est soumis à des choses qui confortent l'opinion qu'on a déjà, et c'est quand même problématique, je veux dire, que ce soit pas seulement sur Facebook, mais c'est l'un des problèmes des réseaux sociaux en général. Oui, on peut dire que c'est presque un poison intellectuel en quelque sorte. On parle de Twitter, mais ces algos sont partout, Facebook, Instagram, TikTok, voilà. À partir du moment où vous commencez à regarder une vidéo sur des vélos avec Gonzague dessus, vous allez avoir plein de vidéos. Que des vélos de moi. Moi, tous les jours. Non, mais c'est dingue, c'est ça. Mais c'est aussi quelque chose. Excuse-moi, Anthony, c'est quelque chose qu'on fait aussi un peu naturellement quand même, d'aller filtrer l'information qui ne nous intéresse pas, les sujets qui nous intéressent pas. Donc, qu'est-ce que ça donnerait un Twitter qui se met à parler de sujets dont tu n'as absolument rien à faire ? Oui, mais c'est aussi la découverte peut-être d'angles ou de sujets que tu n'avais pas peut-être envisagés et qui pourraient t'intéresser. C'est ça aussi. C'est-à-dire que... Je trouve intéressant si ça peut te permettre de te confronter à une autre façon d'appréhender un sujet que tu connais ou qui t'intéresse justement. Par exemple, dans l'actualité, dans la politique, il y a toujours deux lectures à minima. Donc ça, je trouve ça bien. Je ne sais pas ce que ça donnerait un Twitter non filtré où tu vois passer des jeunes de 14 ans qui postent des trucs entre eux et qui te pollueraient complètement ton feed. Je pense que plus en tout cas, ça serait bien d'avoir la liberté de le faire. Voilà, c'est exactement c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, en tout cas, dans son discours, après on verra comment ça se met en place concrètement, mais je crois que l'idée, c'est plutôt de dire on va ouvrir la boîte, on va vous montrer en fait en open source donc pourquoi les algorithmes vous montrent tel ou tel contenu, et après vous ferez votre choix, mais vous aurez au moins un libre arbitre. Vous ne serez pas soumis à ce truc où ça c'est honnête. Vous avez voilà, c'est honnête. Il y a une honnêteté intellectuelle si c'est respecté. Ouais, c'est ça. En fait, le truc c'est moi le projet d'Elon Musk, quand tu le lis, il semble, moi je trouve hyper intéressant. Ouais. Mais après la question c'est est-ce qu'il est sincère ? Voilà, mais ça personne ne le sait. Je veux dire, personne n'est dans la tête d'Elon Musk. Moi j'ai envie de croire à sa sincérité. Après quand il dit il faut une liberté d'expression totale, pourquoi pas moins de modération. J'ai quand même l'impression que Twitter c'est déjà en termes de modération. Enfin tu vois, quand tu vois le nombre de trucs qui passent, c'est quand même. Enfin tu vois, t'as 2000 modérateurs humains. Je crois qu'il y a 6000 tweets par seconde. Donc voilà. Ils ont du boulot. Il y a un peu de taf quoi. Et on le voit d'ailleurs, hein. On le voit parce que en fait tous les déferlements de haine, de propos, extrêmes sur Twitter, c'est quelque chose qui est quotidien. Enfin, ça pollue le fil. C'est la folie. Et c'est propre là aussi à toutes les plateformes cette difficulté de modérer. Bon, je rigole souvent en disant que Facebook et avec Instagram, donc le groupe Meta, ils mettent beaucoup d'argent dans les algorithmes pour afficher des publicités, beaucoup moins dans le fait de détecter du contenu qui soit viable ou non. Ce qui est difficile dans du texte et dans l'expression de cette façon, c'est de
de cerner pour un modérateur qui n'a pas toujours le contexte de ce qui est en train d'être discuté, si c'est de l'humour, une attaque, etc. Et donc, évidemment, extrêmement difficile d'aller modérer. Ce que je trouve qui manque aujourd'hui à cette plateforme et à certaines autres, c'est la possibilité vraiment de massivement reporter une information qui est fausse. C'est-à-dire que quand tu as une communauté qui déclare « attention, là, c'est vraiment faux » et on est en train d'embobiner tout le monde avec des trucs. Je ne sais pas si vous avez vu passer le faux scandale des domaines Pfizer.fr et Elysée.fr qui auraient été achetés en même temps, qui sont chez le même hébergeur. Et tout ça est faux. Et ça continue à circuler. Donc, c'est vrai que j'ai plus de mal avec cet aspect-là. La désinformation, bien sûr, et puis il y a des professionnels qui sont là pour déstabiliser des opinions, des sociétés. Mais c'est pareil, on ne sait pas en fait, parce que pour l'instant, encore une fois, Elon Musk il s'est exprimé via un communiqué, via quelques tweets, donc on ne sait pas en fait dans quelle mesure, quand il dit liberté d'expression, est-ce que par exemple, les fake news, pour lui, ça fait partie de la liberté d'expression et on peut les laisser fleurir et ça pose pas de problème parce qu'il y a un système d'autorégulation en fait. C'est ça quand on parle de liberté d'expression, c'est même les opinions les plus terribles vont être contrebalancées par si tu as une opinion terrible, elles vont être contrebalancées par 9 opinions raisonnables qui vont venir la contrer. En gros, c'est l'idéal de la liberté d'expression, c'est ça. Après, dans les faits, ça se passe pas toujours de cette manière-là. Donc, il faudra voir comment ils concrétisent en fait cette idée qui est belle sur le papier, mais qui est probablement plus compliqué que ce qu'ils pensent à mettre en œuvre sur un réseau social. Et puis quand tu pars du principe que Twitter est un média, il acquiert un média où il est lui-même hyper puissant, il a 82 millions d'abonnés, il est hyper influent. Avant, il était simplement influent parce que c'était Elon Musk. Aujourd'hui, il va être influent aussi parce qu'il est le patron de Twitter. Et ça change pas mal de choses. Qui te dit que demain, il va pas censurer des comptes ou des personnalités qu'il n'aime pas, ou qui rentrent en concurrence avec Tesla ou avec SpaceX. Tu vois, on peut tout imaginer. Ça va être son média. C'est comme si demain, je dis n'importe quoi, TF1 n'était pas régulé. Et que le patron de TF1 ne parlait que de Bouygues. Jeff Bezos qui rachète le Washington Post, il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire à l'époque. Oui, mais il y a des journalistes derrière, tu vois, c'est un peu différent, je pense, qui sont un peu encore les garde-fous de tout bien sûr. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un immense terrain de jeu pour lui, d'expression qui lui appartient. C'est un terrain d'influence, effectivement. Après, encore une fois, mais c'est peut-être très naïf de dire ça. Si tu crois à la sincérité de son projet, lui, il est pour une liberté d'expression totale. On le voit d'ailleurs, le premier tweet qu'il a écrit après avoir pris possession, acheté Twitter, c'est j'espère que tous mes ennemis vont s'en donner à cœur joie. En gros, c'est vraiment, tu sais, jusqu'au jour où ça va le saouler, tu vois. Voilà, mais c'est ça. On n'en sait rien en fait. Demain, t'as, je sais pas moi, la Chine qui dit Tesla, c'est pas bien, on préfère les voitures chinoises. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu vas avoir 50 comptes qui vont dire ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Ou à l'inverse, si, et c'est une question qui a été posée. Je crois que c'est Jeff Bezos qui a tweeté d'ailleurs, posant la question de manière assez habile, en disant Musk, il a quand même des intérêts partout, il a des intérêts en Chine notamment, donc qu'est-ce qui se passe s'il y a un peu trop de critiques de la Chine sur la plateforme ? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas justement aller vers une modération de ces contenus-là ? Tu vois, il y a aussi ces questions-là. Parce que la Chine peut dire arrêtez les critiques sur Twitter de notre pays, parce qu'autrement, on va fermer l'usine Tesla en Chine. Enfin voilà, il va avoir énormément de pression. Et alors sur la liberté d'expression, c'est rigolo, parce qu'effectivement, il déclare que tout le monde devrait pouvoir poster ce qu'il veut, sauf la personne qui tient un compte Twitter qui indique où se trouve son jet. Ah oui, c'est vrai. Vous avez suivi, c'est assez drôle. Et effectivement, si on y réfléchit, c'est une atteinte un peu à sa vie privée, mais les informations de voyage des avions sont publiques. Et donc son avion, d'ailleurs, je crois qu'il en a 2, ont des identifiants qu'on peut suivre. Et il y a un compte qui tweet de façon automatique. Le jet d'Elon est arrivé à telle adresse, il est parti au bout de tant de temps, ça a consommé tant, ça a émis tant de CO2, etc. Et ça, ce compte, il essaye de le faire fermer. Il a pas essayé de le racheter. Je sais plus, il a proposé de l'argent, je crois. Ah oui, peut-être. Ouais, mais alors je sais, mais t'as raison, ce serait intéressant de le suivre ce compte, de voir si. Mais c'est un exemple typique. Et ça encore, c'est anecdotique. Demain, avec tous les enjeux et tout ce que représente aujourd'hui l'industrie Elon Musk, en tout cas, on ouvre le débat, quoi. Il est au centre d'un tel amas d'intérêts, Elon Musk, parce que c'est quand même, c'est l'homme le plus riche du monde, il dirige certaines des entreprises les plus importantes du monde, voilà, que oui, effectivement, c'est une question qui va se poser forcément à un moment. Il n'y a pas de réponse pour l'instant, très clairement. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est quand même, encore une fois, c'est ma casquette BFM Business qui ressort, mais c'est le partage de son temps. D'ailleurs, on a vu que l'action Tesla avait dévissé ces derniers jours.
c'est intéressant parce que, alors il y a deux choses. D'abord, c'est comment est-ce qu'il va financer le truc. Il va falloir qu'il vende des actions Tesla quand même, parce qu'il est, il est très très riche, mais enfin il est riche en actions. Virtuellement. Il est riche virtuellement, voilà. Et en tout cas, sa fortune fluctue en fonction des actions Tesla. Et la somme est quand même pas négligeable. Hein, ça représente 20% de sa fortune potentielle, le rachat de Twitter. Il met 21 milliards de sa poche et le reste est emprunté notamment auprès de Morgan Stanley. Et d'ailleurs, comme tu disais, avec la casquette business, très intéressant, c'est quoi le modèle derrière une telle dépense, de se dire qu'est-ce que ça va rapporter outre d'acheter la liberté, parce que ça reste quand même un businessman, hein, n'oublions pas qu'il est très sympa, il veut nous faire aller dans l'espace. Mais je pense qu'il a un projet industriel derrière Twitter. Alors, moi je pense qu'il s'en fout. Tu crois ? Moi je pense qu'il s'en fout. Attends, sur Twitter, je pense qu'il s'en fout. Mettre 44 milliards quand même. Non mais je dis pas qu'il veut perdre de l'argent, si tu veux, mais je pense que c'est comme quand un milliardaire, si tu veux, achète un journal, c'est c'est pas pour gagner de l'argent. Ouais, mais les journaux gagnent pas d'argent. Alors tu as raison. Jeff Bezos a racheté le Washington Post, ça lui a coûté 150 millions de dollars. Ok. C'est moins cher. Elon Musk met 44 milliards. C'est moins cher, on est d'accord. Il met 44 milliards, c'est 20% de sa fortune. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera que 10%, parce qu'il va encore exploser sa fortune, c'est clair. Mais est-ce que c'est un homme d'affaires avant tout, Elon Musk ? Oui, mais je pense que c'est vraiment pas la priorité. C'est-à-dire que déjà, on a vu de manière assez symbolique, hein, il sort Twitter de la bourse. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il veut pas être soumis justement à la volatilité, aux fluctuations et à la pression des actionnaires. Et il dit non, on va faire un grand projet de métamorphose pour rendre Twitter plus libre. On va ajouter des fonctionnalités. Oui, intéressant aussi le bouton Edit qu'il veut ajouter aussi, qui était une demande répétée des utilisateurs. Alors qui était en gestation bien avant l'arrivée d'Elon Musk au sein de Twitter. Enfin, ils prenaient leur temps quand même, parce que c'est vrai qu'ils prenaient leur temps. Mais c'est vrai que au-delà de ça, tu as raison, Twitter vivotait depuis pas mal d'années. Bien sûr, attends, il n'y a pas eu d'innovation. Il est quand même un peu pourri, quoi. Ça ne fonctionne pas. C'était la vase des dirigeants, Jack Dorsey qui est parti, qui est revenu, enfin voilà, je veux dire, ça n'allait pas fort, hein, Twitter. Non, c'est clair. Mais moi, je pense que, effectivement, alors je te dis pas qu'il va jeter les milliards par les fenêtres et qu'il en a rien à faire, mais je pense que son but... Enfin, s'il les jette par les fenêtres, j'aimerais bien être en dessous. Je me mets sous. Juste en dessous. Voilà. Éventuellement. Et quelques secondes, hein, l'histoire de prendre un milliard, après je m'en vais, on partage, moi, les amis, si vous voulez. C'est machine à cash, voilà, c'est Tesla, c'est SpaceX dans une moindre mesure, mais ce sera probablement dans SpaceX quelques années, sans doute. Dans quelques années. Bien sûr. Et Twitter, c'est... alors, je vais pas dire ça, parce que quand les milliardaires font un petit caprice, on appelle ça une danseuse en général. Là, je pense que c'est plus que ça, parce que tu mets pas 20% de ta fortune dans une danseuse. Mais je pense que son projet, là, c'est un projet d'influence, un projet vraiment, peut-être idéologique, tu vois, mais je pense que le projet financier et économique, il passe derrière, en tout cas. Voilà, je pense pas que ce soit la priorité. Voilà. Moi, alors, je trouve ça très intéressant. Moi, ma seule crainte, et comme c'est un personnage imprévisible, c'est que ça devienne son média. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si ça devient son média... On retournera sur Mastodon. Voilà. Bon, écoutez, hein, on verra bien. Écoute, il voulait lancer, s'il n'avait pas acheté Twitter, lancer sa propre plateforme. Son propre réseau. Comme Trump, d'ailleurs. Comme Trump, ouais. Mais Trump qui a dit, même si Musk me réautorise, me rouvre mon compte, je ne viendrai pas. Ouais. Alors, il y a eu d'ailleurs des faux ça boude, comptes du côté de Trump. Oui, mais il a dit quand même bravo à Elon. Enfin, ils sont assez proches, y compris idéologiquement. Mais il y a plein de faux comptes de Trump, genre I'm back, qui sont arrivés, mais qui ont été retweetés, mais des milliers et des milliers de fois. Là encore, hein, quand on parle de fake news et de... Voilà. Ouais, bien sûr. Là, t'avais vraiment un truc hyper facile avec la photo du président et puis je suis de retour. Mais non, en fait, il reviendra pas. Il reste sur son réseau qui s'appelle Truth, je crois. Ouais. Et Musk a tweeté en disant terrible name, donc nom pas bon du tout. Il aurait dû l'appeler Trumpet. C'est que ça très bon, ça, le côté. Ah oui, Trumpet. Très bon. C'est génial. C'est drôle. Évidemment. On aime bien. Évidemment. Et dernier troll d'Elon Musk, juste. Je sais pas si tu as vu le tweet. Alors, c'était cette nuit là. Comme quoi, c'est vraiment un troll, mais il est de compétition, moi j'adore. Il a dit la prochaine fois, je rachète Coca-Cola, c'est ma prochaine cible, et je remets de la cocaïne dedans. Il est quand même très fort. Non, mais et puis, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il est complètement décomplexé, ce gars-là. Et il tweet ce qu'il a envie de tweeter. Il est un peu stone à 3h du mat. Il écrit des tweets que personne ne comprend. Il fait des choses avec des petits smileys, des petits cœurs, des trucs et tout. Et puis après, il va bouleverser l'action Tesla en balançant un script. Il avait été dans un podcast justement américain. Oui. Il fumait pendant tout le podcast. Ouais. Ils étaient là,
quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est Incroyable. génial avec lui, moi je trouve, c'est à la fois ce mélange de réussite incroyable entrepreneuriale. Je veux dire, il a ses détracteurs, mais enfin c'est quand même c'est un génie. Je veux dire, tu peux pas avoir son parcours sans être vraiment extraordinaire. Ah non, mais c'est clair il aura marqué l'histoire. Voilà. Et, à on côté parlera de ça, de lui bien après. et qu'on il a ait une disparu forme de cette planète. de désinvolture, on pourrait presque dire, enfin qui détonne complètement avec tous Bien les sûr. patrons. Qui est désarmante. Qui est désarmante, exactement. C'est comme s'il en avait rien à foutre. Ouais, Enfin, ouais, tu vois, c'est c'est clair. vraiment Ouais. en mode second degré tout le temps. C'est très étonnant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un profil qui est unique de ce point de vue-là. Et ça fait partie du charme du personnage. Tony Stark, inspiration, c'est l'inspiration de Jon Favreau C'est ça. d'Iron Man. Il dit quand j'ai Iron voulu Man. créer mon Tony Stark, parce que Iron Man existait bien avant évidemment, Ouais. et je me suis inspiré d'Elon Musk, qui était beaucoup moins connu à l'époque. Je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet. Il y aura sans doute de multiples rebondissements dans les semaines qui viennent. Parlons de Netflix maintenant. Alors c'est un petit peu moins, on va dire brillant hein, pour Netflix, qui, eh bien voilà, je crois que ça fait 10 ans que Netflix avait une progression en termes d'abonnés, voilà, qui était incroyable. Hein. Netflix est une vraie réussite. Voilà, les derniers résultats, Anthony, sont beaucoup moins reluisants. Depuis, je crois pour la première fois depuis 10 ans, Netflix perd des abonnés. Ouais, ils ont perdu, alors je crois que c'est 200 000 abonnés, ce qui à l'échelle de Netflix n'est pas grand-chose évidemment. Et rien du tout. Voilà. Quand Mais ils en ont 220, ils ont je crois. 200 millions, Ouais. oui c'est ça, plus de 200 millions. Déjà, ils ont coupé leur service en Russie. Oui, alors c'est ça. du Oui, c'est coup, ce qu'ils donnent comme excuse, entre guillemets. Ouais. Ils disent, ouais, mais c'est parce qu'on a fermé en Russie. Non, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, il y a un coup d'arrêt à la croissance. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, c'est une première. Et c'est pas très bon signe pour Netflix. C'est vrai qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus importante, de plus en plus rude. C'est vrai que ce soit voilà, Amazon Prime, Hulu aux États-Unis, Disney+, n'en jetez plus, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ces résultats qui ont été publiés, c'est qu'ils ont dit, du coup, on va quand même commencer à regarder du côté des abonnés fantômes. Vous savez, ceux qui partagent leurs comptes. Il y en a beaucoup hein, voilà, qui partagent leurs identifiants, leurs mots de passe. Ils se sont rendus compte que ça représentait 100 millions de personnes dans le monde. Ils ont 200 millions de clients. Il y a 100 millions de clients de passagers clandestins en plus. Et donc, la Mais question, qu'est-ce qu'on attend? Parce que ça me fait rire, cette histoire de passagers clandestins, d'abonnés Ghost. C'est pas des gens qui piratent Netflix. On est d'accord. Alors non. Ce sont des gens qui se connectent en toute légitimité sur un 4e compte qu'on achète de Netflix. Ah T'es ouais, d'accord? mais alors, ça dépend ce que tu appelles légitimité, parce que tu sors quand même complètement du cadre des conditions générales d'usage, qui te permettent de partager ton compte avec plusieurs profils, mais En gros, au sein de ton foyer, normalement. Prenons un exemple, Anthony. Tu es abonné à Netflix, tu prends l'abonnement premium à $20, qui augmente en plus parce que ça, c'est un autre problème. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça aussi que Netflix est en train de dégringoler parce que ils augmentent régulièrement leurs abonnements. On est aujourd'hui quasi à $20. Hein. Ah, c'est hyper cher C'est pour monstrueux. les forfaits un petit peu élevés. Ouais. Voilà, mais pour $20, donc somme quand même impressionnante. Tu achètes la 4K, le HDR, etc. Tu as la version luxe de Netflix et 4 comptes. Ouais. On est d'accord. Ouais. Si demain, toi, tu es abonné, tu me files un accès J'ai pas le à droit. ces 4 comptes. Bah non. Oui, non. mais tu payes cher pour ça. Ah bah oui, C'est-à-dire mais je paye, mais sauf tu- que en théorie, si tu suis leurs conditions d'utilisation, tu peux partager un compte dans ton foyer. Si on habitait ensemble, oui, on pourrait faire ça. Mais même quelqu'un, par exemple, je sais pas, t'as un fils qui habite à l'autre bout de la France, t'es pas censé partager ton compte avec lui. Hein. C'est vraiment... Ouais, mais on est d'accord que c'est presque impossible à réaliser cette Alors, équation. en tout cas, c'est compliqué. C'est Tu vois, compliqué. ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on est hyper potes, on est frères par exemple. Est-ce que en tant que frère, tu as le droit de me passer un code parce théorie, que non. tu le payes? Bah oui, Rappelons-le, oui. tu le payes. Tu le payes. C'est pas comme si tu allais tu vois pirater un truc ou quoi que ce soit. Ouais, mais tu je as sais. droit à ces 4 Mais comptes c'est là. une sorte de zone grise parce que effectivement. Non, mais on est d'accord qu'il y a une zone grise Il y a là-dessus. une zone grise. Il y a une zone grise, et c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que pendant des années, Netflix a toléré ça. Franchement, ils n'ont jamais striké un utilisateur parce que t'as jamais entendu Parce que parler de cette quelqu'un. histoire-là, ça fait des années qu'on en parle. Oui, hein. mais bon, là, ça fait des années qu'ils disent attention, on essaie de trouver peut-être un truc, la géolocalisation, on va détecter les gens qui sont dans la même maison. Bah ouais, Alors- et comment tu fais, Coco? Alors tu sais ce qu'ils font là maintenant ils tentent en fait de monétiser le truc, c'est-à-dire alors ils testent ça en Amérique du Sud dans plusieurs pays, mais ça pourrait peut-être arriver en France aussi, c'est-à-dire ils disent bon bah ok, t'es le pote de machin, t'es pas censé avoir accès à ton compte, bah on va te proposer un abonnement Netflix, mais tu vas le payer que 3 € pour avoir un accès, plutôt que de le payer 15 € par mois. Voilà, donc tu reviens dans le giron de la légalité et tu payes beaucoup moins cher. Donc c'est une manière ou une autre, en tout cas, ils tentent de le faire comme ça. Donc En ça fait, veut dire que moi, je paie plus 20 €.
Je paierai moins puisque je serai pas obligé d'avoir l'abonnement à 4 comptes. Alors ça, c'est une bonne question. Non, moi je pense que non, tu payes toi le full price quand même. Et en fait, Ouais, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Si tu prends un full parce que tu peux price, pas, quand tu achètes un truc full price, tu n'achètes pas le droit de donner 4 abonnements à 4 personnes que tu connais absolument pas. Tu vois, ou alors il faudrait qu'ils redécoupent leurs abonnements. Ouais, tu vois. ouais, éventuellement. Genre, par exemple, tu es à $15 et pour $15, tu as le droit de rajouter X comptes à $2 de plus par mois. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un ça. truc un peu comme ça. Mais c'est ce qui se fait. Alors, de fait, je parlais hier avec le patron d'une start-up. Alors, je sais pas si vous connaissez ce service qui s'appelle Split. Oui, tu vois ce que c'est, hein, mais bien sûr. et qui connaissent un succès incroyable. Ils ont 500 000 abonnés. Donc, Split, pour ceux qui connaissent pas, c'est SPLIIT. Il y a 3 I. Et en gros, c'est un service de partage de comptes, en fait. Donc, ils jouent sur cette zone grise. Franchement, eux, je pense qu'ils peuvent se faire striker potentiellement à tout moment, à mon avis. Mais d'ailleurs, en gros, ils ont un peu chaud aux fesses. oui, je pense. j'imagine que c'est pas voilà. Mais en gros, le truc, c'est que tu peux. C'est un peu comme Blablacar, quoi. C'est-à-dire que là, tu as ton compte Netflix et tu vas être mis en relation via le site avec des parfaits inconnus qui vont venir s'incruster sur ton compte et tu vas leur sous-louer une partie de ton compte. Ouais. Alors, c'est pas seulement Netflix, hein, c'est tous les services. Genre, tu as Spotify, mais tu as aussi même les salles de sport, les abonnements aux salles de sport. Enfin, tu vois, ils vont être très loin. Les abonnements aux journaux, c'est intéressant, mais ils sont effectivement dans cette zone. Et je te dis, c'était un truc qui a été toléré pendant des années par Netflix, mais là, comme il commence à être en galère d'un point de vue financier, là, ça commence il commence à être au taquet. Donc là, ils se disent, comment est-ce qu'on pourrait soit punir ou soit monétiser ces passagers clandestins. Il y a beaucoup de services qui sont listés sur Split. C'est incroyable. Netflix, Disney+, YouTube Premium, Canal+, qui faisait une communication drôle autour du partage de code. Alors, c'est quoi le code, machin. Effectivement, tu parlais musique, donc Spotify, pareil, Apple Music, etc. Sécurité, partage de VPN, de One Password, de tout ce que tu veux. Voilà, donc, c'est chaud par contre. C'est un peu je chaud, pense qu'ils ne vont pas faire très long feu. Non. Ils sont vraiment sur la ligne rouge, là, on va dire. Je trouve rigolo l'idée, mais c'est intenable que les sociétés laissent faire ça. Et alors, effectivement, sur le site de Netflix, là, quand tu changes ton forfait, c'est écrit, mais en tout petit, seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte. C'est ça. C'est vraiment écrit en tout petit. Et donc, je pense qu'ils sont un peu face à ce truc, et d'où une communication à venir. Mais regarde, par exemple, ça veut dire quoi, seules les personnes qui vivent avec vous? Typiquement, on est une famille. On est une grande famille. On est une grande famille. Voilà. Tu t'en vas, tu es étudiant, tu fais partie de la maison, tu t'en vas. On vit plus ensemble. Tu fais plus Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus On ne vit plus ensemble. Non, ça veut dire qu'à ce moment-là, je lui dis, écoute, non, Gonzague, je peux plus te donner mes codes et tu vas être obligé de t'abonner à Netflix. C'est ça. Ça tient pas. On est d'accord. C'est pour ça qu'on est, je te dis, sur une ligne qui est très fine en fait. C'est que c'est compliqué. Là, cet exemple-là, c'est celui que je prenais tout à l'heure. Je sais pas en fait. Je pense que dans la tête de Netflix, c'est pas autorisé. À partir du moment où tu te barres, t'es obligé de prendre ton abonnement. Ce qui semble un peu délirant. Je suis d'accord. Mais c'est intenable. Et puis c'est des décisions qui sont tellement impopulaires. Si demain ils décident de faire ça, ils vont se retrouver parce que là tu marches sur des œufs quand même. Oui. Tu vas te retrouver avec plein de gens qui vont dire ok, bon, de toute façon j'hésitais là à $20, je prendrai Disney Plus en plus ou je vais prendre HBO Max parce que voilà, il y a une concurrence qui est dure, tu vois. Oui, mais ils ont tous un peu les mêmes conditions d'utilisation. C'est-à-dire que t'es pas censé, que ce soit là on prenait l'exemple de Netflix, mais toutes les plateformes ont le même discours. Oui, mais on a l'impression que Netflix appuie plus que les autres sur ce sujet-là. En tout cas, là encore une fois, comme là ils ont été vraiment dans la sauce un peu avec leurs résultats qui étaient très mauvais. Je pense que du coup ça a mis un petit coup d'accélérateur sur cette question des passagers clandestins. Mais on va voir ce que disent les autres. À mon avis, Netflix de toute façon c'est le prescripteur en la matière. C'est-à-dire que s'il fait un truc, les autres suivront. Voilà. Alors, on va marquer une petite pause. Ça, c'est la fin du premier module de quoi je mêle. On poursuit et ça sera Netflix saison 2. Forcément, puisqu'on a encore pas mal de trucs à vous raconter là-dessus, notamment la pub. Parce que, voilà, Reed Hastings a dit que pourquoi pas la pub bientôt sur Netflix alors qu'on paye. On en parle dans un instant. La suite de quoi je me mail, si vous êtes à la radio-télé, ça va arriver. Et sur YouTube, bien sûr, ce sera notre deuxième module. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.